Alors, sur le coronavirus, on va commencer par dire que qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que notre monde a été créé? Notre monde a été créé sur le manque de la nourriture, d'accord? On en a parlé beaucoup en étudiant les vecteurs. On se développe grâce au manque de la nourriture et nos envies supplémentaires, c'était en première journée vectorielle qu'on avait vu que les envies supplémentaires, c'est psychique, c'est ça qui nous différencie des animaux et c'est ça qui, en fait, nous pousse à nous regrouper ensemble pour que chacun se réalise dans ses vecteurs et du coup contribue chacun à sa façon pour survivre, pour manger, pour avoir assez à manger, pour ne pas se faire manger, pour se reproduire. C'est la loi de la survie de l'espèce humaine. Cette loi, elle fonctionne uniquement quand on est en lien avec la nature. Mais aujourd'hui, on est en phase cutanée depuis quelques dizaines d'années et on n'a plus de manque de nourriture. Les technologies alimentaires ont fait que on n'a plus de manque et si on a envie de manger, on ouvre le frigo. Si en frigo il n'y a plus rien, on commande, on va au magasin ou on commande sur le Drive, quelque chose, Chrono Drive, Carrefour Drive, etc. On n'a plus de manque de nourriture. Donc, quelque part, on est poussé pour rester sur le canapé, ne rien faire. Hein. Donc, ça sert à quoi de se réaliser, de faire quelque chose si de toute façon, on mange, hein, on a de quoi manger. D'où la société de l'assistanat, on en a parlé aussi pendant la formation. On a perdu ce lien avec la nature, mais c'est la nature qui nous protégeait. La loi de la survie, c'est la nature. Et comme aujourd'hui, on n'a plus ce lien, on commence à faire un petit peu n'importe quoi. On faisait toujours un petit peu n'importe quoi, mais la nature nous rappelait ces lois, sauf que avant on était en lien et maintenant on n'est plus en lien. On a plus de liberté, liberté de choix, liberté de volonté. On devient de plus en plus grand, quoi. Quelque part, dans nos décisions, il y a plein de choses qui se développent au niveau sociétal. Mais nous sommes comme des ados au niveau de l'humanité, au niveau de développement de l'humanité. Et l'ado, il fait quoi? Il veut la liberté, mais il repousse limite, très bien, il veut la liberté, mais il veut pas la responsabilité. Il veut pas assumer les conséquences de ses actes qu'il prend par la liberté, par sa volonté, etc. Nous, on est exactement dans cette période au niveau de l'humanité. C'est quel est le moyen de protéger l'enfant? Eh ben, c'est de lui poser le cadre et lui mettre un cadre parce que le cadre, c'est quelque chose qui le protège, l'enfant. Et c'est ce que la nature nous mettait comme cadre. Mais l'ado, il fait quoi? Ben, je veux pas de ton cadre, papa, maman. Hein? Donc les adultes, j'en veux pas. Hein? Je sais moi-même ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Il repousse. Donc on appelle aussi l'adolescence le syndrome de homard. Donc le homard qui change, qui mue et qui enlève sa carapace. Et le temps de créer une autre carapace, il devient très vulnérable. Et ben on est comme ça. On est justement comme ça. Les ados revendiquent leur droit à la liberté, mais ils ne veulent pas, prendre des responsabilités. Donc nous, au niveau de l'humanité, on repousse cette loi de la nature qui nous protégeait. On sait nous-mêmes se protéger, nous protéger, faire des choses, et on a du mal, en tant que l'humanité, je parle, de prendre des responsabilités pour l'utilisation de la nature, par exemple, d'où les problèmes du climat, réchauffement climatique, etc. Alors, quels sont les risques les plus importants au niveau de l'adolescence? Au niveau de l'adolescence, c'est la période la plus difficile à vivre dans la vie des humains. Les risques d'autodestruction sont les plus élevés. Par exemple, si on parle de la dépression, c'est avec toutes les conséquences que ça peut engendrer, avec addiction, avec la drogue, avec le suicide. L'adolescence, le plus de souffrance, et c'est cette période-là qu'on vit au niveau de l'humain.
Rappelons-nous des stades du développement de l'humanité. On en a parlé quand on a étudié le vecteur sonore. Au début, c'était l'âge de pierre préhistorique, l'époque préhistorique, c'était le musculaire. Stade musculaire, on était c'était très collectif, primaire. Donc, il ne pouvait pas exister tout seul en dehors de la savane. Et du coup, ça servait à rien de développer le moi, personnalité. Au niveau de l'humain, ça correspond à la toute petite enfance, jusqu'à 2 ans et demi, 3 ans, où l'enfant ne peut pas exister seul, il peut exister qu'avec quelqu'un qui le protège, maman, nounou, donc voilà, quelqu'un d'important. Et on parle de nous, on a fait caca, nous, on a bien mangé, donc c'est nous. Cette période s'appelle musculaire dans le développement de l'humain. Ensuite, on a passé au stade anal. Le stade anal au niveau de l'humanité, où avec la révolution agricole, on s'est sédentarisé, donc on a commencé à avoir plus à manger parce qu'on a apprivoisé les animaux, le blé, les plantes, tout ça. Au niveau de l'humain, c'est l'enfant qui pousse, qui revendique sa personnalité, qui est différente de celle de maman, par exemple. Mais très rapidement, il fait quoi? Il apprend des règles. Le anal, les règles, c'est les traditions, les rituels. Donc, c'est la période avant l'adolescence. Et à l'adolescence, ça correspond donc après la Deuxième Guerre mondiale pour l'Occident. C'est notre période cutanée qui se développe. L'ère cutanée, stade cutané, où c'est plus de performance, compétition, donc résultat, ça va beaucoup plus vite qu'avant la guerre, etc. Donc, la période suivante, si vous vous rappelez de la formation, ça va être le stade urétral. Quelles sont les menaces? Les menaces à chaque stade. Le premier stade musculaire, c'est les prédateurs. Les prédateurs, au niveau extérieur, on cherche à survivre, ne pas se faire manger par les léopards et les crocodiles. Ok, donc après, c'est quoi? Les menaces, c'est les autres. C'est les autres, c'est pour ça qu'il y avait tellement de guerres qu'on camouflait des fois sur des bonnes... avec des bons prétextes comme des croisades, mais c'était des guerres de territoire. Là, on est en stade anal. Au niveau cutané, la menace, c'est nous-mêmes. Et nous, on arrive justement au truc où les risques d'autodestruction sont les plus importants. Avec l'utilisation de la nature qui est abusée, donc le réchauffement climatique, avec la création de bombes nucléaires. On a failli passer quand même quelques fois par des échanges de tirs de nucléaires. Alors, Bourlan, il dit que la dernière phase, c'est le virus qui est le seule menace qui va être à la phase urétrale. Et si vous vous rappelez, je vous disais que ce stade urétral va arriver, que nos enfants qui ont 20, 25 ans, c'est sûr qu'ils vont le voir. Nous, on ne sait pas, mais eux, oui. C'est ce que je disais parce que lui, il disait ça. Et lui-même, il dit être surpris que ça va encore plus vite au niveau de l'humanité et que là, c'est le premier virus, c'est pas le dernier qui va nous arriver, mais on commence à rentrer vraiment petit à petit dans le stade urétral et que ça va changer énormément notre vie, mais en bien. Ça veut dire que le stade urétral, c'est quoi? Ça correspond à l'adulte. Et au début, c'est le jeune adulte, c'est la jeunesse et c'est la période la plus joyeuse, souvent. Hein, donc, si on a réussi à passer une bonne adolescence à peu près, c'est la plus joyeuse, la plus radieuse, où tout est possible devant nous, c'est plein d'espoir. Donc, c'est ce stade qui nous arrive. Et donc, c'est pas que les jeunes, mais même les moins jeunes, on a peut-être une chance d'y rentrer, quoi. Moi, je trouve waouh, c'est juste waouh. Après, c'est sûr que le virus, c'est le virus. Hein. Donc, ça apporte du stress. Et bien, justement, donc, pourquoi on a tellement de stress? Pourquoi on a tellement de peur actuellement? Alors, le futur a toujours une priorité pour nous
par rapport au présent, toujours. Les premiers jours, on a tous subi une stress, évidemment plus ou moins fort selon nos capacités à résister au stress, mais tous, c'était inattendu, c'était trop rapide, c'était brusque, c'était inédit, c'est quelque chose qui nous arrive pour la première fois et on ne sait pas comment ça va se passer, combien de temps ça va durer et en fait c'est ça qui nous amène du stress. Si on prend les premiers jours, ça va. Si on prend objectivement, on a de quoi manger, on a suffisamment à manger à la maison, on a on a chacun, quoi, on n'avait pas besoin d'acheter 50 kilos de pâtes, 50 kilos de riz, de dévaliser les magasins. C'est ce que tout le monde est parti de faire. Pourquoi? Bah parce que le stress primaire, c'est le manque de la nourriture. Donc, on redevient un petit peu, on revient un peu à l'âge musculaire, l'âge primitif où on a peur de manquer de la nourriture, en oubliant que les technologies alimentaires ont fait qu'on n'a pas de souci avec la nourriture. Mais ce stress était tellement fort que pour combler, on est parti, pas tous, mais certains sont partis acheter beaucoup de choses à manger. Donc les premiers jours, alors que le futur, c'est vraiment la priorité. Les exemples sont très faciles. Pendant très longtemps, au niveau des religions, par exemple, on arrivait à… Les gens se sentaient heureux. Si on prend le Moyen-Âge, par exemple, ils se sentaient heureux malgré, objectivement vu de notre époque, hein, bien sûr, les conditions de vie qui étaient extrêmement difficiles, plein de guerres, pandémies, mort des enfants facile, donc mort facile tout court, à tout moment pouvait arriver. Donc nous, on serait mort de stress. Arriver, si c'était possible, arriver à leur époque, on serait mort de stress parce qu'on n'est pas habitué à s'adapter au stress. On n'a plus beaucoup de stress au niveau stress de survie, au niveau de stress naturel. Eux, ils avaient énormément de stress et ils avaient la capacité à résister, ils se sont adaptés. Donc avant, malgré toute la difficulté dans laquelle ils vivaient au niveau de des époques, hein, en fait, il y avait plein de personnes qui étaient heureux. Pourquoi? Parce qu'on leur promettait le monde meilleur. Après, avec vos souffrances, vous inquiétez pas, après vous irez au paradis. Les gens y croyaient et c'était comme une thérapie, effectivement, ça les calmait. Alors, donc, en tant que Russe, je peux pas ne pas me souvenir de la révolution d'octobre. Les bolcheviks, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réussi la même chose, hein. Ils ont réussi à amener les paysans, à amener les ouvriers vers le monde meilleur, le communisme. Ils ont su présenter ce monde étant tellement beau que d'ailleurs, en France, c'est la même chose qui s'est passé avec la Révolution française. Les gens étaient tellement en souffrance que on leur a fait imaginer le monde meilleur après. Et ils sont partis, c'est bon, ils ont suivi les révolutionnaires, etc. Donc, chez nous, en Union soviétique, pendant 70 ans, les gens ont été heureux. C'est ce que j'arrête pas de dire, que les soviétiques vivaient heureux, même avec l'époque KGB, donc même l'époque stalinienne encore plus dure, avec les répressions, etc. Parce que les gens s'adaptaient, un, deux, parce qu'ils voyaient, ils faisaient ça pour leurs enfants. Parce qu'ils savaient que nous, c'est pas grave, on a des difficultés, c'est très difficile, très bien, il y a la guerre, et bon, c'est pas grave si on va mourir, hein, et tout, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est pour nos enfants, pour le futur, pour construire le communisme. Et ça, cette partie-là, c'est vraiment très fort. Et donc, dans les années 90, quand l'Union soviétique a cessé d'exister, pour beaucoup de personnes, c'était un grand stress. L'incertitude de demain. Mais qu'est-ce qui va se passer demain? Comment on va vivre? Comment on va vivre? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est le manque de la certitude du futur qui a fait que les gens ont été très sous stress. Évidemment, les anales plus que les cutanées.
Les cutanés ont plus de facilité pour s'adapter. Évidemment, les visuels plus, parce qu'ils ont une imagination très développée, donc plus forte. Donc, ils ont facilement imaginé déjà les peurs et après, ils commencent à vivre ces peurs parce que tout ce qu'ils veulent, les visuels, c'est de vivre les émotions. Les peurs, ok, pas de souci. Donc, quelles sont encore les preuves pour nous que comme quoi le futur est plus important que le présent? C'est notre différenciation par rapport aux animaux. Donc, les animaux, eux, ils ne pensent pas au lendemain, hein. Ils ont chassé, ils ont mangé, s'ils ont plus faim, paf, ils sont partis, comme je disais, pour le plus grand plaisir des vautours et des hyènes là. Mais l'homme, il dit non, 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 on a assez mangé, on va laisser ça pour demain, dans le frigo préhistorique pour demain. Et c'est ça qui a fait que on est devenu l'humain. L'instinct maternel, encore une preuve comme quoi le futur est plus important que le présent. C'est pour 95% de mères, donc normalement, ils ont l'instinct maternel. Et si il y a une situation qui se présente où il y a la menace pour l'enfant, et ben, ils vont sacrifier leur vie pour sauver la vie des enfants. Donc ça, c'est dans la nature et on l'observe aussi bien chez les humains que chez les animaux très fortement. Donc, au jour d'aujourd'hui, le stress, pourquoi? Parce on nous a dit jusqu'à nouvel ordre. On ne sait pas, c'est une situation inédite et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et comment. Donc, quelque part, c'est normal. C'est normal d'être stressé. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir cette réaction. Alors, ça nous sert à quoi d'ailleurs les peurs, le stress, tout ça? Au niveau physique, la loi de la survie, elle fait que la douleur, on la sent. On le sent très vite. Il y a un léopard qui m'a griffé, j'ai mal, donc je vais aller me soigner. Je vais prendre un antiseptique naturel avec des plantes pour me soigner mes bobos. C'est au niveau physique, on sait le faire. Par contre, au niveau psychique, on n'est pas que physique, on n'est pas que le corps, on est aussi l'esprit. L'esprit, c'est psychique. Et ben, des fois, il souffre et on ne comprend pas qu'il souffre. Et on ne comprend pas, soit on comprend, mais on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas modifier, changer, remédier. Parce que ce n'est pas si évident que ça, parce qu'elle est invisible. Donc, au niveau de stress, avant, il fallait réagir. Parce que le stress, c'était plus on remonte dans l'histoire, plus le stress était lié à la survie. Et si on ne réagissait pas, eh ben, on ne survivait pas. Avant, le stress, on réagissait. Maintenant, ben, on ne réagit pas forcément. Hein. Donc, quand on dit attention, hein, t'as vu, tu es débordé. Hein. Ouais, je cours sans arrêt au travail, on fait à fond. Oui, mais je ne peux pas m'arrêter. Mais je ne peux pas. Non, mais je ne peux pas. Non, mais il faut que je fasse. Oui, jusqu'au moment où il y a le burn-out, par exemple. Un accident, un poteau. Vous vous rappelez de mon poteau? Donc, soit une maladie, donc quelque chose qui nous arrête. Parce que nous, on n'écoute pas les signaux que notre psychique nous envoie. Arrête, arrête, arrête. Donc, pourquoi on n'écoute pas? Bah, un, parce qu'on ne nous a pas appris à les écouter. Et puis deux, ça va de plus en plus vite à notre époque cutanée. Et donc, on n'écoute pas. Le stress, c'est aussi parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on a l'incertitude. Imaginez, donc là, vous êtes tout seul dans l'appartement, vous êtes confiné, et puis là, il y a des pas sur l'escalier, vous entendez quelqu'un marcher. Il y a toc, 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 le cœur se serre. Oh, mais j'attends personne, mais c'est qui? Mais c'est qui? Coronavirus qui vient, qui fait toc, toc. Qui est-ce? Mais je ne sais pas, et donc comme je ne sais pas, j'ai peur. Mais c'est peut-être Père Noël. Bon, on est le 2 avril, hein, on n'est pas 31 décembre ou 25 décembre. Mais si c'est le Père Noël, j'ai pas peur. Mais comment savoir si c'est le Père Noël ou si c'est coronavirus ou si c'est un maniaque
ou si c'est un voleur qui fait. En fait, si je le sais que c'est un coronavirus ou c'est un maniaque ou c'est un voleur, si je le sais, bah, j'ai pas peur, tout simplement, bah, j'ouvre pas et j'appelle la police ou le SOS médecin, hein, donc je sais pas. Mais en tout cas, je sais quoi faire. Mais tant que je ne sais pas, c'est là le stress le plus important. Hein. Donc, et le truc, c'est que quand on ne sait pas, on commence à inventer. Et là, c'est notre imagination qui rentre en jeu. Et notre imagination, évidemment, c'est qui est le plus imaginatif? Les visuels, bien sûr. C'est qui aime inventer des peurs pour après vivre, voilà, les émotions à fond, les visuels. Sauf qu'après, c'est très contagieux, hein. Les peurs, les paniques, tout ça, ils inventent des choses et après, ils partagent. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Le souci, c'est comme on ne sait pas, on commence à inventer des choses. Qu'est-ce qui se passait avant au niveau des microbes, par exemple? Alors, le microscope, ça fait combien de temps qu'on l'a inventé au niveau de l'humanité? Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Donc avant, c'est les gens, avant l'invention du microscope, ils étaient super stressés, ils avaient très peur. Ils pensaient que c'était la punition de Dieu. Donc, par exemple, quand il y a la peste qui s'abattait sur tout le village. Alors, quand le léopard m'a touché, il y a des griffes, je comprends que j'ai l'infection ou j'ai mal parce qu'il y a le léopard qui m'a touché. Mais là, j'ai rien, tout va bien, quoi, intact au niveau physique. Et puis là, tout d'un coup, je tombe malade et pouf, je tombe et quelques temps après, je meurs. Et donc c'est ok, pas seulement moi, mais à côté, c'est ma femme, mon mari, mes enfants, tout le village, la moitié de l'Europe. Donc il y avait des pandémies qui ont éliminé la moitié de l'Europe au Moyen Âge. Là, ça fait peur parce qu'on ne sait pas c'est qui fait toc toc dans la porte et comment ça se passe. Le jour où on a découvert les microbes que ça existe grâce aux cutanés sonores, bien sûr, hein, qui ont étudié la question et qui ont inventé quelques petits les vers. Ils ont dit, tiens, c'est chouette, on va mettre les vers les uns avec les autres et ça va augmenter l'image. Et hop, clac, et on regarde et on voit dans le microscope un microbe. Ah, bah c'est à cause de toi qu'on était malade. Et ça y est, quand on a inventé le microscope, on a fait connaissance avec le microbe et après, petit à petit, on a développé des choses pour lutter contre les microbes. Par exemple, le pénicilline, antibiotiques et compagnie. Le cerveau humain, il sait s'adapter, hein, il est extrêmement puissant, extrêmement inventif. Mais à partir du moment où il sait où aller, comment faire. Donc, le microscope, c'est génial, on sait. Donc, maintenant, on sait, ah bah oui, là, ça, c'est le virus. Mais au niveau du stress psychique, on ne sait pas toujours, hein. On ne sait pas pourquoi est-ce que telle personne, c'est le collègue qui m'énerve, mais c'est pas possible comme elle m'énerve, ou mon conjoint, ou mes enfants. Mais je lui dis de faire ça et ça, puis ils font pas. Mais c'est juste pas possible. Donc, on a des attentes. Pourquoi? Parce qu'on pense que tout le monde fonctionne comme nous. Donc, parce qu'on ne connaît pas les lois de l'inconscient. Quand on apprend, par exemple, les vecteurs, il n'y a pas que les vecteurs, mais les vecteurs, ils décrivent les lois de l'inconscient et ils nous aident à comprendre comment fonctionne notre psychique. Du coup, on se déstresse vachement. Vous êtes nombreux à avoir ressenti cet effet que comment ça se fait qu'avant, ce collègue, il m'énervait comme pas possible ou mon proche m'énervait pas possible. Maintenant, il n'a absolument pas changé son comportement, mais maintenant, ça me fait sourire parce que je comprends, mais ça m'énerve plus, ça me stresse plus. Vous êtes nombreux à avoir senti cet effet parce que c'est comme le microscope, c'est pareil. C'est comme le toc-toc, même si je sais que derrière la porte, c'est le coronavirus, mais je sais. Et quand je sais, je suis bien, je suis serein, sereine et je n'ai pas peur. Et donc, je reviens encore une fois, aujourd'hui, on a une situation inédite. Donc, pour l'instant, on a besoin du temps pour s'adapter, pour la comprendre à nouveau,
comme on comprend le psychique humain, le psychique des autres. Grâce au vecteur, nous changeons de perception et commençons à voir le monde à travers la matrice de 8 vecteurs. Ça aussi, vous le savez. Et c'est ça qui nous aide à comprendre mieux le fonctionnement de notre psychique et de la psychique des autres. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne plus de certitude dans la communication, mais surtout la certitude pour l'avenir. Ça nous donne une meilleure stabilité émotionnelle. On ressent de la joie, on sourit plutôt que s'énerver. Et c'est ça qui nous donne la bonne résistance au stress. Et c'est ça qui nous donne une bonne immunité. Au niveau de l'immunité, avez-vous déjà remarqué que dans des périodes plus stressantes de votre vie, vous étiez plus souvent malade? Soit vous, soit vos enfants. Quand j'ai repris le travail, donc ma grande avait 7 ans, ma deuxième avait 4 ans et demi. Ils n'ont jamais été autant malades que cette année, quoi. Ni avant, ni après. Donc, dès que j'ai arrêté de travailler, plus rien. Donc, les enfants étaient plus malades. Ni avant, ils étaient presque pas malades. Et après? Moi, je me souviens aussi quand on était à la Réunion, que donc Alexis, je l'ai mis à la crèche à mi-temps. Il avait 2 ans et demi. J'ai dit, bon, je vais me préparer à affronter la période où il va être malade. Parce que c'est ce qu'on a toujours entendu dire, que quand on met l'enfant en collectivité au début, donc il est malade et tout. Et ben les filles, ils avaient un petit peu ça, pas beaucoup, mais un petit peu. Alexis, pas du tout. Donc il était à la crèche, pas du tout malade. Je me souviens même avoir posé la question. Je dis, mais excusez-moi, mais est-ce que d'autres enfants sont malades ou pas? On dit oui, oui, on a donc on tourne ralenti à l'effectif réduit et tout. J'ai dit parce que comment ça se fait qu'Alexis n'est jamais malade? Elle dit non, c'est vrai, il est jamais malade. Il n'a pas été malade non plus, ni en petite section ni en grande section, rien. Et là, j'ai été étonnée quelque part. Moi, on me disait mais tu veux qu'il soit malade? Je dis non, mais c'est juste que je comprends pas quoi. Et ben en fait, cette période de ma vie, j'étais super bien, super calme, super équilibrée, pas de stress. C'est quelque part, c'est après, hein, c'est maintenant que je fais ces corrélations et je dis ah ben oui, surtout la maman, si elle est bien, si elle n'est pas stressée, elle est équilibrée, elle se réalise dans ses vecteurs, elle se sent en sécurité et protection. Et ben ces enfants, et plus ils sont jeunes, plus ils sont petits, plus ils se sentent comme ça en sécurité. Ce sentiment de sécurité et de protection, c'est le plus important. C'est ce que nous, on perd. Parce que, quand on perd, on le perd parce qu'on n'a pas de lien avec la nature. Et donc, on devient nous-mêmes responsables de notre sécurité et de protection. Sauf qu'on ne se protège pas si bien que ça, hein, avec les réchauffements climatiques, problèmes de climat, trucs nucléaires, etc. C'est pas, on ne le fait pas forcément si bien que ça. Alors, voilà. Et donc, il y a un lien entre une stabilité émotionnelle, la compréhension de qui on est, donc pour se réaliser dans ses envies, de son fonctionnement, et la résistance au stress, et donc aussi à l'immunité. On a une meilleure immunité, on résiste mieux au stress si on se connaît mieux. C'est les personnes qui sont parties pour chercher plus de nourriture dans les magasins, qui ont fait les queues par peur de manquer de la nourriture. C'est plus les personnes qui sont donc soit frustrées, et c'est comme ça, c'est ok, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste notre responsabilité devant nous-mêmes de qu'est-ce qu'on en fait. Si on est frustré, on en fait quoi? Mais encore une fois, qui nous apprend à soit aussi les personnes qui se connaissent moins bien et qui connaissent moins bien aussi le fonctionnement du système. Ceux qui savaient qu'on a tellement de kilos de riz, de pâtes en stock dans le monde que c'est pas la peine de se précipiter, bah, ils sont pas partis faire la queue. Alors, le virus,
le virus, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte maintenant quelque chose de très positif, de très important. C'est bizarre de le dire, en voyant les chiffres de nombre de personnes qui tombent malades, le nombre de personnes qui sont décédées à cause du virus. Mais si on le regarde en grand, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. C'est pour la première fois que l'humanité s'est réunie, s'est rassemblée, s'est regroupée contre l'ennemi commun. Pour la première fois, on n'a jamais eu ça. C'est très rapidement, en très peu de temps, c'est au niveau du climat. Donc là, à Venise, l'eau est devenue en 5 jours transparente, l'air plus respirable, donc tout le monde le remarque, tout le monde le voit. En Chine, le smog a été tellement diminué qu'on commence à voir des choses depuis l'espace alors qu'avant on ne voyait pas, etc., etc. Le virus, c'est une forme d'incitation au développement personnel. Avant, c'était la nourriture, le manque de la nourriture. Maintenant, il n'y a plus rien qui nous oblige à, qui nous pousse à nous développer, nous faire un effort, quelque chose. Et ben, c'est le virus qui joue ce rôle. On aura, d'après Bourlane, on va jamais vaincre le virus parce que le virus, c'est vivant, il vit en nous, il vit autour de nous. Si on tue le virus, on se tue nous-mêmes. Par contre, on va établir un équilibre précaire, un équilibre temporaire avec le virus. Et c'est grâce à cet équilibre qui va être pas permanent, mais de temps en temps, il va être en déséquilibre comme maintenant. Et ça va nous rappeler, attention, regroupez-vous, réunissez-vous, conscientisez, comprenez, vous faites des bêtises, les humains, vous faites des bêtises. Et après, on va à nouveau retourner vers l'équilibre précaire, mais c'est la présence de ces virus qui vont nous tenir en boost. En boost, voilà. C'est comme les sportifs qui ont besoin d'être boostés par quelque chose, c'est comme adrénaline, une bonne adrénaline, bon stress, bon stress. Parce que le stress, il n'y a pas que du mauvais. Le bon stress. Que, attention, le virus, il ne dort pas. Oui, il nous pousse. Il nous pousse à faire des choses que peut-être on n'a pas envie de faire. C'est le cutané qui souffre beaucoup maintenant. Être confiné, à rester à l'intérieur, pas bouger, respecter les règles, le cadre, c'est extrêmement difficile pour les cutanés. Et justement, c'est une bonne façon de le développer. Donc, d'accepter la frustration et donc développer le cutané. Ça nous oblige à faire des choses qu'au départ, on n'a pas envie de faire. Qui est-ce qui a envie de rester confiné? Il fait tellement beau. Donc, de respecter les règles, de ne pas se réunir avec les amis comme avant. Donc, qui est-ce qui a envie de faire ça? Personne. Mais on le fait pour tous, pour le bien de tous, pour l'utilité de tous. Et donc, c'est pareil, c'est comme un enfant, adolescent, comme tout enfant, qui n'aime pas être obligé, tiens, il faut que tu ranges ta chambre, il faut que tu fasses tes devoirs. Les enfants n'aiment pas trop, hein, donc on les oblige à faire des choses qu'il faut faire. Et au début, ils le prennent, surtout les ados, ils le prennent, mais t'es qui, toi, pour me dire ce que je dois faire, je veux pas, et tatata, et tatata. Par exemple, tiens, on oblige nos enfants à sortir. Mais non, je ne veux pas aller sortir, je ne veux pas me promener, je vais m'ennuyer. Et au final, ils disent, waouh, bah c'était chouette, on a bien aimé la balade. Donc, c'est un petit peu la même chose. C'est comme on est ado, on est rebelle, on ne veut pas, mais le virus nous oblige et c'est pour notre bien et on va le conscientiser, comprendre et on va accepter après. Au niveau de l'économie, c'est très optimiste. Il y a des gens qui disent, oui, mais on est à l'arrêt. On est à l'arrêt, l'économie s'écroule, il y a plein d'entreprises qui vont pas pouvoir survivre. Oui, non. C'est vrai que ça va être une situation qui va modifier, donc tout le monde ne saura pas s'adapter. Oui, il y a des entreprises, des petites entreprises ou peut-être même des grandes entreprises qui vont peut-être fermer. Oui,
Mais cette peur, encore une fois, c'est la peur du changement. C'est comme à plusieurs étapes de vie de notre humanité, il y a eu des périodes qui ont fait peur aux gens parce qu'ils disaient mais on va perdre le travail, on va pas être bien. Alors Bourlan, il raconte, et c'est très drôle comment il le nomme. Il dit, ben voilà, les humains avant, ils portaient tout sur eux. Donc ils transportaient les sacs, les mammouths, donc tout seul, c'était laborieux, très dur, très difficile comme travail. Et après, l'homme, donc le cutané bien sûr, a apprivoisé les animaux. Donc les taureaux, les chevaux, donc les zèbres sauvages, donc ils ont dit tiens, bah viens, donc tu vas m'aider, tu vas porter des choses. Comme ça, moi je suis feignant quand même, hein. Feignant à la base, l'humain, hein. Donc plutôt que de porter moi, et ben j'ai inventé la roue, une des plus grosses découvertes, donc innovation de l'humanité, plus il y a bah, les taureaux, là, les bestioles qui vont transporter. Et bah, au début, les autres, les musculaires, ils ont dit oh, mais comment on va vivre? Donc on va plus être utile, on va pas être bien. Donc on va nous balancer comme des choses inutiles puisqu'il y a des animaux qui nous remplacent. Et ben non. Donc il y a des nouveaux métiers qui sont nés, il y a plus de temps pour trouver, créer des nouvelles choses. Après, c'était la même chose avec l'apparition des trucs à la chaîne qu'on a commencé à faire. Pareil, il y a eu plein de grèves, les ouvriers qui disaient mais on va tous nous virer, on va plus être utile. Il y a les machines qui vont remplacer l'humain, donc ça va pas aller. Et ils avaient beaucoup de peur, beaucoup de stress. Et au final, c'est juste le changement, c'est l'adaptation. Et les hommes ont apprivoisé des nouveaux métiers. Ils ont toujours travaillé, mais ils ont fait des choses différentes. Et les machines nous ont libérés à chaque fois plus de temps. Et là, ce qui nous arrive maintenant, l'étape donc suivante, bah, c'est les robots. Les robots qui commencent de plus en plus à faire partie de notre vie. Et il y en a certains qui ont peur des robots et qui disent mais c'est horrible, quoi. Ils vont remplacer, on va perdre nos emplois, donc qu'est-ce qu'on va faire? Pareil, exactement les mêmes stress, la même peur. Et, mais cette peur, elle est autant aussi infondée que toutes les périodes précédentes. Pourquoi? Parce que déjà, le robot, il ne va jamais remplacer toutes les professions. Par exemple, dans l'humain, au niveau de l'empathie, le robot, il n'est pas empathique. Donc, tout ce qui est lié aux relations humaines, ça ne va pas être remplacé. Deuxième chose, c'est les robots. On va à l'époque urétrale, donc d'après Bourlan, il y aura les robots chez tout le monde. Donc c'est pas que chez des riches, mais tout le monde aura des robots qui vont faire des choses à leur place et donc il aura du temps libre pour faire quoi? Et ben pour réfléchir. C'est tout ce que l'humain, cherchait à faire depuis toujours, hein, c'est de dégager du temps pour se comprendre, pour réfléchir. Et notre cerveau se développe. Et si l'homme préhistorique, il n'avait pas besoin de ça, il n'avait pas la possibilité de ça non plus. Donc, il chassait tout le temps. Il n'aurait pas survécu là. Donc après, petit à petit, il y a certains, comme des sonores, qui avaient un petit peu de temps pour réfléchir et comprendre pour tout le monde. Donc après, les religions ont créé, donc dans toutes les religions, il y a une journée off où on ne travaille pas. On ne travaille pas parce que c'est pas bon de travailler comme pour les chrétiens, c'est le dimanche, c'est interdit. Et pourquoi? Parce que la journée, elle est faite pour réfléchir, pour méditer, pour comprendre, conscientiser des choses sur soi, etc. Mais notre cerveau se développe. Et aujourd'hui, on a besoin de réfléchir plus, comprendre plus. Si on a du sonore, on est plus sonore qu'avant, en gros. Et l'humain est plus sonore dans la globalité, donc plus besoin de comprendre de choses.
Et du coup, on a besoin de plus de temps pour soi. D'où, regardez, partout dans le monde occidental, il y a cette tendance à réduire la semaine de travail. La tendance, l'humain a envie de passer plus de temps avec sa famille, ou faire des activités, sa passion, les hobbies, et pas que le travail, travail, travail. Alors qu'il y a 100 ans, les gens, donc c'est une grande partie, la majorité, travaillait, dormait, boulot, dodo, c'était que ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, si on a des robots, ça va nous libérer du temps. Eux, ils vont travailler pour nous. Et nous, on va méditer, on va être bien. Et donc, oh, ça, c'est génial, ça. Alors, l'économie, il ne faut pas avoir peur là maintenant, concrètement pour le coronavirus, parce que ce n'est pas l'économie qui s'est effondrée, on l'a arrêtée artificiellement. Donc, on va pouvoir la redémarrer sans problème dans quelques semaines. Et au contraire, les gens qui avaient le manque de consommer, ils vont consommer à fond. Et donc, au niveau de l'économie en général, en gros, je ne parle pas individuellement, mais en gros, il y aura, donc l'économie va bien marcher. Au niveau du temps de réfléchir, qu'on aura plus de temps, c'est que il y a eu des nobles, donc il n'y a eu pas tant que ça. C'est au niveau, à partir du XVIIe siècle, hein, à peu près, hein, quand justement on est rentré à l'époque plus humaniste, et, euh, et ceux qui avaient la possibilité, donc des nobles, qui avaient la possibilité de ne pas travailler, et ben qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc pas tous, bien sûr pas tous, mais ceux qui avaient leur vecteur développé, bah, c'est là où ont apparu énormément de chefs-d'œuvre dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a eu des progrès, c'est pas des progrès, des créations, des créativités. Soit on prend artistique, peinture, soit on prend un peu plus tard les philosophes, soit après on prend aussi la littérature classique, 19e siècle, quoi. Qui est-ce qui a créé tout ça? Bon, c'est pas des ouvriers hein, qui bossaient du matin jusqu'au soir. Hein. Ah non, hein. C'était des nobles qui avaient le temps, mais tous les nobles n'utilisaient pas, on va dire, ce temps libre qu'ils avaient d'une façon utile pour comprendre, réfléchir, donc du coup pour contribuer. Et, euh, et donc en fait, on va vers les robots. Et donc dans ces robots, ils vont nous libérer au niveau du temps. Et on aura plus de temps. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait ces derniers temps? On fait énormément de méditation, ce courant vers se connaître, les formations autour de développement personnel, les coachings, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on s'approche de cette époque-là. Donc, il faut surtout pas avoir peur pour l'économie, ni au niveau des robots. Au niveau de coronavirus aussi, on va gagner contre le virus, en tout cas pour temporairement gagner, hein, temporairement à cette bataille contre le virus, donc pour retrouver l'équilibre temporaire, quand on arrêtera d'avoir peur pour soi et quand on commencera à avoir peur pour les autres. Pour les autres, c'est-à-dire peur de contaminer les autres. C'est là où la conscience va se modifier, va changer. Donc, pourquoi respecter ce confinement, ces règles donc, que j'ai pas envie de respecter? Et ben, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pas peur, je m'en fiche et tout. Non, c'est pour les autres. Donc, quand on aura peur de contaminer les autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors, quand encore une fois, pour la peur, et ça c'est la dernière chose que j'ai envie de vous dire, donc au niveau de partage, c'est ces peurs, c'est dans le vecteur visuel bien sûr que ça se passe essentiellement. Donc le stress, on avait
compris pourquoi c'est légitime et normal. Donc, au niveau de connaissance du futur, ça déstresse et donc ça donne plus d'immunité. Mais au niveau des peurs, comment faire? Eh ben, le visuel, il a tendance à inventer des peurs pour après commencer à en avoir vivement peur pour les vivre. Et ben là, c'est notre lecture visuelle qui va nous aider. La littérature classique qui a un effet très, très déstressant. Il n'y a pas longtemps, sur les champs vectoriels, je crois que c'est Karine qui avait mis donc les bienfaits de la lecture. C'est prouvé que ceux qui lisent, et ça c'est plusieurs personnes qui le disent, et Bourlain le rappelle, que ceux qui lisent la littérature classique, ils lisent beaucoup, donc ils ont plus de résistance au stress, ils ont une meilleure immunité. C'est pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans les peurs, parce qu'ils développent l'empathie envers les autres, donc je vous rappelle donc ce cours sur le vecteur visuel dans l'information, mais aussi quand on lit, et c'est pas audio-livre, et c'est pas les films, quand on lit, on développe notre imagination, notre imaginaire. C'est parce qu'il y a un lien entre les mots qu'on lit et l'image qu'on crée. C'est le seul moyen de développer l'imaginaire. Et donc, d'après Bourlain, et donc c'est quand on développe l'imaginaire, on a plus facilement la possibilité d'imaginer notre futur. Et qu'est-ce que j'ai dit au début? Celui qui sait se projeter à l'avenir, au futur, il se sent pas stressé, il sait équilibrer ce stress, s'adapter au stress plus rapidement. Parce qu'il a plus facilement cet optimisme, ce côté positif, ça ira mieux grâce au développement de l'imaginaire. Et donc, lisez les livres et incitez les enfants à lire les livres.